Bien, d'abord bonsoir à toutes et à tous, bonsoir aux membres de développementpersonnelclub.com. Nous allons donc ce soir assister à une conférence. Ce n'est pas moi qui vais la donner, une fois n'est pas coutume. En tout cas, je vous souhaite en tout cas une bonne rentrée pour cette saison 2008-2009. Et le thème de la conférence sera en tout cas plutôt orienté sur la question des enfants et de leur apprentissage dans le cadre de l'école, bien évidemment, de leurs leçons. C'est en tout cas dans certains cas des difficultés qui peuvent être en tout cas améliorées sensiblement par une technique qui est très peu connue, une méthode particulièrement originale et qui donne des résultats absolument époustouflants. Et si tant est qu'on applique bien la méthodologie, et on a un spécialiste ce soir que nous recevons qui s'appelle Guy Pourcin, qui est auteur d'une grande méthode, qui est une méthode en 10 volumes sous la forme de dossiers électroniques, qu'il appelle la luminopédagogie. Et ce soir, il va nous parler donc de cette méthode que vous pouvez bien évidemment adapter à vos enfants, quelle que soit la matière, la difficulté qu'il peut rencontrer dans une matière de langue vivante, une capacité artistique, de mathématiques ou autre. Cette méthode donne de très très bons résultats et permet souvent de rattraper les retards scolaires pour tel ou tel problème rencontré chez un enfant. Donc je vais lui laisser la parole. Guy Pourcin est auteur, il est écrivain professionnel, il a écrit plus de 200 ouvrages et il a déjà animé des conférences dans son métier. Je lui laisse donc la parole pour cette conférence. Le thème, c'est donc comment faire réussir vos enfants dans leurs études par la luminopédagogie. Je vous souhaite à tous une bonne attention et une bonne soirée. Pour vos questions, à la fin de la conférence, vous pourrez poser vos questions. Essayez si possible de ne pas écrire sur le chat pendant la conférence, car c'est très 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 dissipant au niveau de l'attention du conférencier. Donc j'ai essayé de vous contrôler et écrivez seulement à la fin de la conférence. Il répondra à vos questions une par une et je lui laisse la parole. Oui, bonsoir, merci Didier d'abord. Et puis, je voulais me présenter rapidement parce que bon, c'est pas ça qui est le plus intéressant, je vais vous dire très franchement. Bon, cela dit, vous voyez ma date de naissance qui figure, donc il n'y a pas de problème, je vais avoir 66 ans le 9 janvier. Et j'ai eu le temps de réfléchir à un certain nombre de problèmes, et particulièrement aux problèmes pédagogiques, parce que c'est quelque chose qui me paraît quand même très très important. Alors, ces problèmes pédagogiques, il y a une manière, disons, de les résoudre, et cette manière de les résoudre, c'est justement ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que j'ai repris les travaux du docteur Francis Lefebvre. Je crois peut-être qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont assisté à la conférence que Didier avait donnée il y a 1 ou 2 ans, je ne me souviens plus, sur le phosphénisme. Le docteur Lefebvre, c'est donc l'inventeur du phosphénisme, en fait le redécouvreur du phosphénisme, parce que le phosphénisme existe depuis très très longtemps. Il est probable même que les hommes préhistoriques faisaient du phosphénisme sans le savoir, comme M. Jourdain a fait de la prose sans le savoir. Mais, si vous voulez, cette discipline, disons, il l'a littéralement transformée et il s'est intéressé à ce que moi je fais aussi, c'est-à-dire à la phosphénopédagogie, c'est-à-dire l'application de la lumière, puisque c'est de lumière dont il s'agit, hein, le phosphène c'est un phénomène lumineux, on le verra. Et moi, j'ai cherché, étant donné qu'il a écrit un ouvrage que vous connaissez peut-être sur justement la scolarité à l'aide des phosphènes, moi j'ai cherché à perfectionner sa méthode et je pense y être arrivé un petit peu. C'est pour ça que je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai réalisé et ce qu'il est possible surtout de faire pour vos enfants. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la luminopédagogie, c'est donc du phosphénisme, si vous voulez, à but concret, à but exclusivement d'enseignement,
Et cette luminopédagogie est fondée, bien entendu, sur la lumière. Sur la lumière, alors, je vais essayer, voilà. Elle s'appuie sur le phosphénisme, bon, qui est fondé sur les découvertes, c'est ce que je viens de vous dire. Je vous avoue que, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un phosphène? Un phosphène, vous voyez, ça c'est la définition qu'en a donné à la fois, enfin qu'en ont donné à la fois le docteur Lefebvre et puis le dictionnaire Littré. C'est une sensation lumineuse subjective qui survient lorsqu'on fixe une source de lumière pendant une trentaine de secondes. Alors, moi, la question que je me suis posée, parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant, c'est pourquoi subjective? Et subjective parce que ça ne correspond pas du tout à ce que l'on voit au sens habituel, qui est le sens objectif de la vision. Je vais essayer de vous expliquer à l'aide d'un exemple. Si vous faites un phosphène, c'est-à-dire si vous fixez une source lumineuse pendant 30 secondes, pour continuer à voir le phosphène, vous allez fermer les yeux. Or, lorsque vous fermez les yeux, on fera l'expérience tout à l'heure, vous allez voir, c'est facile. Lorsque vous fermez les yeux, vous ne voyez plus rien. Je veux dire, ce que vous voyez, et vous voyez des phosphènes, ce que vous voyez, ça se déroule à l'intérieur de votre cerveau. Quelqu'un qui est à l'extérieur, c'est-à-dire quelqu'un qui vous regarderait faire cette expérience, se dirait, ma foi, je ne vois pas ce qu'il voit, forcément, je ne vois qu'une personne qui a les yeux fermés. Et cette personne qui a les yeux fermés, elle voit avec ses yeux, elle a l'impression que c'est avec ses yeux, mais en fait c'est son cerveau qui lui transmet ces informations-là, elle voit des variations lumineuses qui sont des variations de la couleur du phosphène. Alors, bon, c'est bien une sensation lumineuse subjective, en ce sens, si vous voulez, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça se déroule dans le cerveau. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que, si vous voulez, le cerveau sert à transformer, il sert à transformer, c'est peut-être pas le mot juste, mais ce que je veux vous dire, c'est que la lumière qui arrive, qui est une énergie qui arrive dans vos yeux, est transformée en énergie cérébrale dans votre cerveau. Elle suit un chemin. Alors j'ai fait un petit croquis, je ne sais pas si je vais le retrouver tout de suite, parce que j'essaie de suivre je fais une petite parenthèse. Je vous l'ai dit tout à l'heure à quelques personnes qui étaient là. Les phosphènes ont été classés en deux catégories. Premièrement, ce qu'on appelle le post-phosphène. Le post-phosphène, c'est quoi? Vous regardez une lampe pendant 30 secondes, vous fermez les yeux, vous mettez un bandeau sur les yeux, vous mettez les paumes de vos mains sur les paupières, si vous voulez, vous mettez dans le noir en quelque sorte, et là, vous avez justement tout ce phénomène qui se déroule à l'intérieur de votre cerveau. Que vous voyez? Le cophosphène, lui, c'est quelque chose qui se déroule en même temps que le phosphène, c'est-à-dire que lorsque vous fixez une lampe, pendant les 30 premières secondes, de fixation dont je vous parlais tout à l'heure, vous avez déjà un cophosphène. Mais ceux qui veulent vraiment travailler avec le cophosphène fixent une lampe pendant 3 minutes. Les couleurs sont exactement l'inverse de celles du phosphène classique, on va dire, c'est-à-dire du post-phosphène. C'est ça en général qu'on appelle le phosphène, mais l'importance, c'est quand même le travail qui s'effectue dans le cerveau. Alors, est-ce que je vais, excusez-moi, parce que on a beau avoir essayé, voilà. L'intérêt de cette chose-là, c'est le mélange du phosphène. Le phosphène en lui-même, c'est rigolo si vous voulez, parce que ça fait des couleurs jolies, souvent. Ça fait des petits nuages qui ont plusieurs couleurs parfois. Mais surtout, ça ne sert à rien. Parce que si vous contentez en fait de regarder les phosphènes, je pense que la seule utilité pratique, ça peut être de renforcer quelque peu
les connexions neurologiques à l'intérieur du cerveau. Mais c'est tout ce que ça fera. La grande découverte du docteur Lefebvre, et je pense que ça, c'est quelque chose de phénoménal qui mérite d'être souligné et qui malheureusement est très peu connu, mis à part des gens qui ont l'habitude, bien entendu, de pratiquer le phosphénisme, c'est ce qu'il a appelé le mixage phosphénique. C'est-à-dire la pratique qui consiste à mélanger une pensée et un phosphène. Alors ça, c'est absolument phénoménal. Tous les gens qui pratiquent le phosphénisme peuvent vous le dire. Vous faites des progrès à une allure rapide, mais incroyable. On a vu des enfants qui étaient classés dans des catégories, comment vous dire, c'est comment ça s'appelle, je ne me souviens plus, CES ou SECPA, devenir les premiers d'une classe normale, c'est-à-dire une classe constituée de bons éléments, simplement après avoir pratiqué le phosphénisme pendant 1 an. C'est quand même assez remarquable. Alors, comment faire? Comment faut-il faire pour faire ce mélange? Ben, c'est très simple. Vous pensez, vous avez une pensée. Alors, pour un enfant, c'est encore plus simple. Il a dans la tête l'énoncé d'un problème qu'il veut résoudre, par exemple. Donc, il pense à ce problème et il observe le phosphène en même temps. L'idéal, c'est de faire vraiment un mélange entre le phosphène et puis la pensée, mais au départ, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de continuer à penser en observant le phosphène, et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux enfants. C'est pour ça que je dis, vous verrez dans une diapositive un petit peu plus loin, que les parents ont un rôle très important dans ce domaine, parce que il faut qu'ils insistent pour que leurs enfants fassent 2 choses. D'abord, persévèrent, mais ça ne dure qu'1 mois, ça en principe. Au bout d'1 mois, ça y est, c'est parti. Il n'y a plus de problème de persévérance, disons. Mais surtout, il faut habituer l'enfant à penser tout en observant le phosphène. Parce que l'enfant a tendance soit à penser, d'un côté, et puis le phosphène étant quelque chose d'accessoire, soit à regarder le phosphène parce qu'il y a de jolies couleurs, mais il faut lui dire qu'il faut bien lui faire comprendre qu'il doit mélanger les deux. C'est ça la base de la luminopédagogie, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui, à partir du phosphénisme, lui permet de réaliser des progrès considérables dans tous les domaines. Vous allez voir, on va en parler un peu tout à l'heure. Alors voilà, justement, pourquoi ça fonctionne? C'est parce que, comme je vous l'ai dit, ça introduit dans le cerveau une énergie absolument considérable. Et cette énergie considérable, c'est au départ, bien entendu, l'énergie de la lumière. Et je crois, voilà, je vous ai fait 3 petits croquis pour vous expliquer exactement comment ça se passe. Alors on va s'arrêter sur ces croquis-là, parce que je crois qu'ils sont très importants à comprendre, et il faut bien que vous voyez, pardon, je me suis trompé, et ça arrive, voilà, il faut bien que vous compreniez comment ça marche, si j'ose dire. Vous avez votre lampe qui est en face de vous, que vous fixez pendant 30 secondes. En 30 secondes, je vais vous donner une combine tout de suite pour compter les 30 secondes. Ça, c'est un vieux truc que j'ai appris quand je faisais de la photo en noir et blanc jadis. Vous comptez 1001, 1002, 1003, 1004, jusqu'à 1030 si vous voulez être sûr. Vous pouvez, je vous garantis, prenez un chronomètre, vous allez voir qu'à ce rythme-là, vous aurez 30 secondes pile. Donc, c'est pas un problème. Vous fixez donc cette lampe, parce que le problème il est là, vous fixez cette lampe pendant vos 30 secondes. Qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, les yeux ne sont que des récepteurs en quelque sorte, comme les oreilles, comme la langue, comme la peau, comme tout ce que vous voulez, et les yeux transmettent une information dans le cerveau. Ils transmettent une information et en même temps, c'est là tout l'intérêt du phosphénisme et donc de la luminopédagogie, en même temps, ils transmettent une énergie. Et cette énergie, qui donc passe par l'intermédiaire des yeux, obligatoirement, cette énergie va arriver dans cette zone du cerveau, c'est-à-dire dans l'aire visuelle primaire qui est, disons, pratiquement à la nuque. C'est dans l'occiput, pas de problème.
Ici, ce phosphène arrive donc, et il est déjà transformé en énergie cérébrale et plus en énergie lumineuse. Cette énergie cérébrale, le phosphène, du phosphène tout du moins, cette énergie cérébrale repasse, voilà, cette énergie cérébrale repasse dans le lobe frontal. Alors je vous ai schématisé, vous voyez sur cette diapositive, qui est une diapositive où il y a un cerveau tout entier puis un cerveau coupé en deux. Cette énergie passe donc depuis cette partie occipitale jusqu'au lobe frontal, et il se trouve, et c'est pour ça que c'est très important, il se trouve que dans le lobe frontal, c'est-à-dire la partie la plus en avant du cerveau, celle que vous touchez presque quand vous touchez votre front, il y a les zones de l'intelligence et de la créativité, il y en a d'autres, mais c'est en particulier l'intelligence et la créativité. Et c'est ça qui fait que cette énergie qui arrive d'un seul coup, si vous voulez, dans le cerveau de l'enfant, puisque c'est d'enfant dont il est question ici, c'est ça qui fait que il va faire énormément de progrès très rapidement. Et lorsque j'ai écrit ce texte-là, j'ai dit, les gens vont peut-être pas trop y croire, mais il n'empêche que c'est vraiment des résultats complètement inouïs. Et lorsque je dis inouï, je dis bien inouï, c'est-à-dire jamais entendu au sens propre du terme. Cette énergie, comment est-ce que je pourrais vous donner un exemple disons, tiens, vous avez tous déjà vu, j'imagine, dans les jardins publics ou dans les endroits, les aires de jeu pour les enfants, des balançoires. Vous savez, les balançoires où il y a un siège de chaque côté, et puis c'est une sorte de grand morceau de bois qui oscille autour d'un axe central. Imaginez, vous avez un enfant qui pèse 10 kilos, un adulte qui pèse 50 kilos ou 60 kilos, peu importe le poids, l'important c'est la différence. L'enfant se met tout seul sur un siège de la balançoire. Il est évident qu'il ne pourra pas se balancer parce qu'il va rester avec les fesses clouées au sol, si je veux dire. Si l'adulte qui pèse, mettons, 50 kilos, se met sur l'autre siège de la balançoire, c'est le contraire qui va se passer, c'est-à-dire que l'adulte aura les fesses clouées au sol et l'enfant sera en haut, mais il ne se balancera toujours pas. Pour rétablir l'équilibre, il faut absolument apporter la différence de poids, c'est-à-dire introduire un élément étranger, en l'occurrence une personne qui pèse 40 kilos par exemple, et là tout le monde pourra se balancer. Alors, je vous l'ai dit, c'est un exemple qui m'arrive tout de suite à l'esprit. C'est pas le meilleur exemple parce qu'en fait, il met en jeu des masses et non pas du tout des énergies, mais la lumière qui pénètre dans le cerveau de votre enfant agit exactement de la même manière que la troisième personne qu'on fait intervenir pour équilibrer, pour que tout le monde puisse se balancer. C'est-à-dire que le cerveau de l'enfant, comme même le cerveau d'un adulte, à l'état normal, je dirais, il fonctionne avec une quantité d'énergie relativement réduite. Je dis bien relativement réduite. Sauf si vous avez l'habitude de travailler, de faire travailler votre cerveau, là, c'est plus un problème. Mais en introduisant la quantité énorme d'énergie supplémentaire dans votre cerveau, immédiatement, parce que c'est comme ça que ça se passe, c'est tout à fait immédiat, immédiatement, le cerveau va avoir une activité beaucoup plus grande que celle qu'il avait à l'état normal. C'est-à-dire quand il était pratiquement non pas endormi, mais enfin, quand il servait simplement pour marcher, pour faire des gestes de la vie courante, disons. Et c'est à cause de cette énergie supplémentaire que votre enfant, il est obligé d'avoir de bons résultats, et ces résultats scolaires, voilà. Alors celle-là, pardon, excusez-moi, je vous l'ai déjà montré. Voilà. L'important, c'est ça. C'est l'énergie des phosphènes qui se transforme, en fait, en énergie cérébrale. Et c'est à cause de cet afflux d'énergie que les enfants réalisent des progrès considérables, hein, et dans tous les domaines, et y compris dans des domaines que je vous expliquerai tout à l'heure, enfin que je vous exposerai tout à l'heure.
Alors, effectivement, votre enfant mémorise mieux ses leçons. Donc ça, il n'a pas de problème. Sa mémoire s'améliore, mais très nettement. Pour réciter ses leçons, c'est quand même l'idéal, hein, pour les savoir. Quand vous avez une bonne mémoire, il n'y a plus de problème. Je connais des personnes qui n'avaient pas de très bonne mémoire, qui ont eu qui n'étaient pas. Ça ne veut pas dire, hein, il n'y a pas de lien direct obligatoirement entre l'intelligence et la mémoire. Je veux dire, quand vous avez beaucoup de mémoire, vous êtes beaucoup plus aidé dans le système scolaire actuel que quand vous n'en avez pas. C'est tout. Bon. Si ça améliore la mémoire de l'enfant, ça améliore effectivement ses résultats scolaires presque automatiquement. Alors, bon, celle-là, je viens de vous la montrer, décidément. Hop, elle ne va pas sortir. Voilà. Deuxième chose, et ça c'est une remarque plutôt comportementale, si vous voulez, l'enfant est beaucoup plus attentif. C'est-à-dire que, en classe, il est attentif, il suit mieux les explications de son professeur, il est beaucoup plus calme aussi, et en dehors de la classe, c'est-à-dire chez vous, il est beaucoup plus attentif à ce que vous lui dites, et il est aussi plus calme, ce qui est quand même un résultat assez intéressant, disons, quand on a des enfants, quand vous voyez comment ils sont agités en ce moment. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont agités? Là, je ne vais pas vous parler de toutes les sollicitations extérieures à l'école, pardon, excusez-moi, mais il faut bien dire quand même qu'il y a un petit peu de ça. L'important, c'est que la luminopédagogie permet aux enfants, puisqu'ils sont plus attentifs, leur permet de se concentrer bien davantage sur le travail scolaire. Et de se concentrer non seulement parce qu'il est plus attentif, mais aussi parce qu'il est plus motivé. La luminopédagogie renforce en fait, enfin le phosphénisme si vous préférez, appelez ça comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Un nom, ça n'est qu'un nom, c'est ce qu'on met dessus qui est important. Il est beaucoup plus motivé à la fois pour faire son travail scolaire et pour faire aussi ce que vous pouvez lui demander à la maison, qui est au passage quelque chose quand même qui peut vous intéresser. Parce que je sais que les motivations des enfants, c'est souvent le gros problème des disputes, disons, à l'école, parce que l'enfant juge que, après tout, il n'a pas besoin de travailler, tandis que ses parents voudraient bien qu'il travaille. Et ça, c'est quand même un bénéfice assez considérable, disons, de la luminopédagogie. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas un bénéfice qui vient de lui-même, en quelque sorte. Ça se travaille, je vais vous expliquer comment. Alors, est-ce que c'est la bonne? Oui, alors c'est celle-ci maintenant. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je tenais absolument à vous dire. La luminopédagogie, c'est pas quelque chose de plus à apprendre. Absolument pas. Il n'y a pas d'exercice de luminopédagogie comme il y a des exercices de mathématiques, des exercices de grammaire, etc., etc. Absolument pas. Le seul exercice qu'il fait, il regarde sa lampe pendant 30 secondes. S'il a à lire, il n'a même pas besoin de faire le circuit que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire de fermer les yeux, de se mettre dans le noir, etc. Il peut directement lire sur son livre. Le seul problème qu'il y a, c'est que, et vous allez vous en rendre compte tout à l'heure, le seul problème qu'il y a, c'est que ça fait une petite lueur bleue, c'est justement le phosphène, qui se pose sur le texte à lire, et il faut attendre quelques secondes, disons, que cette lueur se dissipe, ou tout du moins qu'elle devienne suffisamment transparente pour qu'il puisse lire à travers. Alors voilà ce que c'est que la luminopédagogie, en fait. C'est une méthode qui sert à développer toutes les facultés des enfants. Et à l'usage, vous constaterez que votre enfant va non seulement faire des progrès, mais il va gagner énormément de temps. Tous les enfants que j'ai pu voir, tous les témoignages que j'ai pu lire à ce sujet-là vont tous dans le même sens. L'enfant gagne du temps. Alors, le gain de temps, il joue pas tout de suite, si vous voulez, parce qu'il faut déjà qu'il s'habitue, mais une fois qu'il est bien ancré dans les habitudes à avoir pour le phosphénisme ou pour la luminopédagogie, comme je vous l'ai dit,
Une fois qu'il a ces habitudes-là, il n'y a plus aucun problème et il gagne obligatoirement du temps. C'est-à-dire que là où il était obligé de relire par exemple 10 fois une récitation avant de la savoir, là il la lit 2 fois, 3 fois maximum et il la sait par cœur, aussi bien que s'il avait lu 10 fois, ou appris 10 fois. Là où il doit faire résoudre un problème de mathématiques un petit peu compliqué, enfin bon évidemment ça dépend de l'âge de l'enfant, parce que ça marche aussi si vous avez un enfant qui est étudiant en fac, je peux vous garantir. Au contraire, plus il progresse, mieux ça vaut. Ce problème, disons, de mathématiques qu'il a à résoudre, au lieu de le résoudre en 1 heure ou 2 heures ou 3 heures, je me souviens jadis, j'ai eu, et j'étais le premier parce que j'étais quand même assez bon en maths, j'ai passé 43 heures à résoudre un problème de mathématiques alors que je faisais ma TLM. Je tiens à vous dire tout de suite que 43 heures de maths, je ne le referai plus maintenant. Enfin bon, à l'époque, j'étudiais, donc c'était obligatoire. Mais j'avais battu le record de vitesse de toute ma classe, ça je vous le dis tout de suite, enfin 43 heures quand même. Si j'avais connu à l'époque la luminopédagogie, je suis sûr que je divisais ce temps-là par 3. Mais sûr et certain, je vous le garantis. Alors, voilà. Je vous ai fait un petit résumé en quelque sorte de ce que peut faire la luminopédagogie pour vos enfants. Donc, en dehors du fait de gagner du temps, il a des résultats scolaires qui n'ont aucune commune mesure avec les résultats scolaires qui pouvaient avoir auparavant. Je sais, nous on a vu des enfants qui étaient classés dans les derniers de la classe. Vous savez, les cancres qu'on met à côté du radiateur. Après 3 mois seulement, j'insiste, pas une année complète, 3 mois de luminopédagogie, donc de phosphénisme, ils devenaient les premiers de la classe. Alors, c'est quand même assez intéressant, disons, aussi bien pour les enfants que pour les parents, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais moi j'ai appris ça à la télévision, j'ai fait un bond, j'ai dit à ma femme, mais c'est pas vrai, mais si. Alors je vous signale que le 24 septembre, donc nous sommes aujourd'hui le 18, c'est dans 6 jours, cette affaire-là, il va y avoir la première journée du refus de l'échec scolaire. Alors c'est bien de faire une journée de refus de l'échec scolaire, mais si ça marche aussi bien que toutes les journées que j'ai vues sans voiture ou pour un but quelconque, je n'y crois pas trop. En revanche, journée du refus de l'échec scolaire, au lieu de passer son temps là, ils n'ont qu'à passer leur temps à faire de la luminopédagogie, vous verrez les progrès qu'ils feront très très rapidement certainement. Alors, bon ça décidément on l'a vu, voilà. Et je voulais insister aussi sur quelque chose, parce que c'est un petit dada, on va dire, de l'éducation nationale, d'après tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai constaté, tout ce que j'ai lu, toutes les enquêtes que j'ai faites. On parle toujours dans l'éducation nationale d'avoir une pédagogie individualisée, c'est-à-dire une pédagogie qui s'adapte à chaque enfant. Bien. C'est très bien, mais comment voulez-vous qu'un professeur qui a 25 ou 30 élèves en face de lui, il puisse faire une véritable pédagogie individualisée, c'est-à-dire s'intéresser à ce que fait chaque enfant, systématiquement, dans une classe, que ce soit une petite classe à l'école primaire ou même une grande classe comme les terminales, par exemple. Tandis que là, la luminopédagogie, et je rejoins complètement ce que disait Didier tout à l'heure, c'est quelque chose qui est très individualisé parce qu'il permet à l'intérieur du cerveau de l'enfant, et chaque enfant a un cerveau, heureusement, il permet d'équilibrer tout ce qui lui sert, disons, concrètement pour l'école, et ça c'est quand même le plus fabuleux qui existe. On conçoit difficilement quelque chose aussi bien que ça, je veux dire. Alors, voilà. Ça, je voulais vous faire une petite parenthèse, parce que ça me paraît important aussi, justement, vous allez comprendre pourquoi je vous dis que je ne crois pas trop dans le domaine scolaire classique à l'individualisation de la pédagogie. Une information quelconque pour arriver au cerveau, que ce soit le vôtre, que ce soit le mien, que ce soit celui de vos enfants, il emprunte toujours une voie préférentielle. Qu'est-ce que c'est qu'une voie préférentielle? Ben voilà.
Il y a des enfants qui sont plutôt auditifs, d'autres qui sont plutôt visuels, d'autres qui sont plutôt kinesthésiques. Alors, la voie préférentielle, vous allez vous voir avec un exemple, c'est très simple, très très simple. Je vais vous dire un mot et vous allez essayer de savoir, à partir de ce mot, retenez-le, notez-le sur un petit morceau de papier, si vous voulez, vous me donnerez les résultats à la fin de la conférence, ce que vous avez vu. C'est-à-dire, je vais vous dire un mot simple, tableau. Vous connaissez tous un tableau, puisque tout le monde a été à l'école, vous savez tous ce que c'est, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Bien. Alors, tableau, est-ce que, quand vous entendez ce mot, est-ce que ça vous fait penser à un mot, simplement, avec la définition du mot, ou bien est-ce que vous vous voyez en train d'écrire sur ce tableau, ou bien est-ce que vous voyez simplement le tableau sans vous en train d'écrire, c'est-à-dire sans mouvement. Si le mot tableau, ça vous fait penser à l'orthographe T-A-B-L-E-A-U, vous avez des chances d'être plutôt auditif. Si vous voyez un tableau dans votre imagination, vous avez une chance d'être plutôt visuel. Et si vous voyez marchant lentement vers un tableau, prenant une craie et puis écrivant dessus, vous avez toutes vos chances pour être kinesthésique. Et ça, ce sont ces trois trucs, mais je veux dire, on le sait, les professeurs le savent, mais comment voulez-vous qu'ils fassent en même temps, qu'ils s'adressent en même temps, qu'ils trouvent une combine, en quelque sorte, qui puisse plaire à la fois à un enfant auditif, à un enfant visuel, à un enfant kinesthésique? Ça me paraît plutôt difficile. En tout cas, moi il me semble. Et je ne pense pas d'ailleurs, et c'est pour ça que j'en suis à peu près sûr, d'après toutes les discussions que j'ai eues avec des professeurs et puis d'autres personnes, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, écoutez vos enfants. Si vos enfants, quand vous lui proposez quelque chose, il vous dit c'est clair, je vois bien, ou alors c'est pas net, il y a toutes ces chances pour qu'il soit un visuel. Si votre enfant, lorsque vous lui expliquez quelque chose, vous êtes obligé de lui faire un petit dessin, par exemple, qu'est-ce que je vous ai dit là, tout à l'heure, c'est auditif et pas visuel. Vous êtes obligé de lui faire un petit dessin, il est très visuel, et si lui, il vous refait le dessin derrière vous, il est kinesthésique. Sans problème. Écoutez, j'ai vu un exemple d'un professeur d'histoire qui apprenait à ses élèves que Napoléon Ier a été sacré empereur, c'est à Notre-Dame de Paris, le 2 décembre 1804, en présence du pape. Un auditif, un élève auditif, écoute cette phrase, il la retient. Un élève visuel, il se représente le célèbre tableau de David que vous avez certainement déjà vu. Alors si vous avez été au Louvre, c'est un tableau qui fait je ne sais pas combien de mètres de long sur je ne sais pas combien de haut. Un kinesthésique, lui, il voit un vrai film dans sa tête, c'est-à-dire qu'il voit Napoléon prendre la couronne, se la poser sur la tête, puisque c'est ce qu'il a fait, et puis il fait la même chose à sa femme. C'est pas la même couronne, bien entendu. L'auditif, il a un avantage dans le système scolaire français. Pardon, alors je vais essayer, voilà, je vais pas baisser ça. Excusez les petites imperfections. Voilà. L'enseignement français favorise des enfants qui sont plutôt auditifs, c'est sûr et certain. Ça ne veut pas dire que ces enfants vont être toujours favorisés. Pardon, voilà, c'était là que j'en suis. Parce que ces enfants auditifs, quand ils arrivent dans le monde du travail, au dépend, bon, j'ai fait une faute et je m'en excuse, normalement j'aurais dû mettre un D entre le N et le S, des enfants kinesthésiques, eux, ils sont avantagés dans le monde du travail. Parce que, bon, à moins de faire un travail vraiment purement intellectuel, travailler au CNRS ou être professeur éventuellement, les gens prennent quelque chose dans les mains. Je veux dire, à votre travail, j'ignore complètement ce que vous faites comme travail, mais vous faites quelque chose avec vos mains. Vous tapez sur un clavier.
vous êtes peut-être mécanicien, par exemple, donc vous avez des instruments dont vous devez vous servir. Une mère de famille qui fait la cuisine pour ses enfants, ben, il n'y a pas de problème, elle a besoin d'instruments et elle travaille dans la kinesthésie, sans problème du tout. Un enfant qui, lui, est resté à ce stade auditif, c'est pas sûr qu'il soit si avantageux que ça dans la vie courante. Mais enfin bon, il en faut aussi. Hein. Alors, voilà ce que je voulais vous dire, la conclusion de cette première partie, en quelque sorte, c'est que la luminopédagogie permet à chaque enfant de développer son propre potentiel. C'est pour ça que c'est une technique, comment vous dire, une technique absolument individualisée, en quelque sorte. Et, comme je vous disais, je voudrais terminer cette première partie, je voudrais vous faire un petit exemple, un petit exercice, à vous, pas compliqué du tout, que vous pouvez faire chez vous, bien entendu. Alors, avec un petit rappel, le matériel de la luminopédagogie, c'est donc celui du phosphénisme, lampe, plus bandeau, plus interrupteur. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est d'arrêter cette conférence pendant 5 minutes et de faire ce que je vais vous demander là maintenant. Alors, on arrête tout. Bon, je continue à parler parce qu'il faut quand même que je vous explique ce que vous allez faire, sinon c'est pas la peine. Vous allez essayer de trouver une lampe qui soit, si possible, une lampe, disons, opaline ou dépolie. C'est-à-dire, pas une lampe dont le verre soit complètement transparent et vous voyez le filament au travers. Pourquoi? C'est important parce que ça va vous donner une image toute ronde. Si vous fixez un filament, bon, vous verrez effectivement un phosphène, mais ça vous donnera une espèce de truc allongé, de forme allongée. Bref. J'insiste, il faut que la lampe soit constituée par une ampoule, bien entendu, c'est l'ampoule qui est intéressante dans ce cas-là. Cette ampoule, ça doit pas être une ampoule halogène, une ampoule à ultraviolet, infrarouge, etc., etc. Non, une bête ampoule normale, classique, que vous avez probablement, j'imagine, chez vous. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous arrêter, moi je vais m'arrêter aussi de parler un petit peu pendant ce temps-là, et vous allez regarder une ampoule, si possible, dans un réflecteur suffisamment, qui permette de réfléchir justement suffisamment la lumière, un réflecteur assez profond, style bol si vous voulez, et vous regardez cette ampoule pendant 30 secondes. Excusez-moi, vous comptez comme je vous ai dit tout à l'heure, 1001, 1002, 1003, etc. Et au bout de ces 30 secondes, vous éteignez la lampe. Alors, comme vous êtes probablement dans un environnement éclairé, parce que ça c'est obligatoire, vous fermez vos yeux et vous mettez les paumes de vos mains sur vos yeux, par-dessus vos paupières. Et vous regardez ce qui se passe pendant les 3 minutes qui suivent, parce que c'est quand même relativement long. Vous allez voir le phosphène, c'est-à-dire l'impression lumineuse qui se passe à l'intérieur de votre cerveau, qui va changer de couleur. Et c'est ça qui est important. Observez d'abord pour que vous ayez une petite idée de ce que va voir votre enfant, que vous lui expliquiez, qu'il ne soit pas perdu. Bon, ça commence au jaune ou vert, ça dépend de l'antécédence, si vous voulez, de ce que vous avez déjà fait comme exercice phosphénique. Et puis ça se termine par du rouge, et même après par ce qu'on appelle la lueur diffuse. Mais la lueur diffuse, j'ai appris il n'y a pas très longtemps, qu'il y a 11% seulement des personnes qui pratiquent le phosphénisme qui la voient, donc c'est même pas la peine d'en parler. Mais peu importe, l'intérêt, c'est même pas les couleurs, c'est de voir qu'il y a des couleurs qui se succèdent. Et ces couleurs, vous allez les voir pendant 1 minute et demie. La première minute et demie, il va y avoir une catégorie de couleurs, et la deuxième période de 1 minute et demie, il y aura une autre catégorie de couleurs. Alors, je vous donne aussi un deuxième exercice. Ce premier exercice, donc, vous allez le faire quand je vous dirai, je vous lancerai le top. Et après, une fois que vous aurez terminé, moi je vous conseille de noter ce que vous avez vu sur une feuille de papier.
et après de passer à un deuxième exercice qui va être presque la même chose, mais qui va être un petit peu différent. Ça va être presque la même chose. Pourquoi? Parce que vous allez regarder encore pendant 30 secondes la lampe, la même que celle que vous avez regardée précédemment. Au bout de 30 secondes, vous arrêtez, mais là, vous ne fermez pas les yeux, vous ne faites rien, vous vous précipitez sur un livre, ou n'importe quel texte. Je veux dire, si vous avez un texte, même une lettre, ça n'a aucune importance du moment que c'est un texte écrit. Pourquoi est-ce que je vous demande de faire ça? Simplement parce que vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir une espèce de tache bleue qui va se poser sur ce texte, qui va vous empêcher de lire le texte tout de suite. Et cette tache bleue, c'est la projection du phosphène qui est constitué dans votre cerveau. Cette tache bleue, elle disparaît très rapidement. Je veux dire, il faut 2-3 secondes à peu près pour que vous puissiez lire au travers, et vous allez voir que vous allez pouvoir lire de toute façon et retenir beaucoup mieux ce que vous allez faire. Alors, je vous propose, je m'arrête de parler. Je vous propose d'arrêter de m'écouter de toute façon puisque je ne vous parlerai pas. Je vous propose de faire ces deux exercices à la suite. Donc, premier exercice, 30 secondes de fixation de lampe. Bon, il vous faut quand même, mettons, 1 minute pour trouver une lampe. Alors, on va dire que ça va durer 5 minutes au total. Donc, 30 secondes de fixation de la lampe. 3 minutes avec les yeux fermés, les mains dessus. Vous notez rapidement ce que vous avez vu. Vous refaites une deuxième expérience avec la même lampe, mais cette fois-ci, au bout de vos 30 secondes de fixation, vous lisez un texte. Voilà. Et disons qu'on se retrouve, je ne sais pas quelle heure il est 20h46 déjà, on se retrouve dans 5 minutes à peu de choses près, je vous redirai à ce moment-là, je reprendrai la parole. Alors, bon, il est possible aussi que tout le monde n'ait pas cette lampe, mais essayez au moins d'en trouver une, vous allez voir, ça fonctionne à tous les coups, je vous le dis tout de suite. Bon, je vous dis, rendez-vous dans 5 minutes. Bien, je profite de l'instant où Guy nous a proposé donc de faire l'expérience disons, de la luminopédagogie. Donc, une ampoule de 75 watts, c'est très bien l'affaire, à la condition, bien évidemment, que cette ampoule, comme il l'a expliqué, soit opaline, c'est-à-dire qu'on ne voit pas à travers le filament. Ne prenez surtout pas des ampoules à halogène, ça par contre, ce sont des lampes à ultraviolet, et les ampoules, tout ce qu'il y a de plus classique. Les ampoules par contre à basse consommation ne sont pas idéales pour pratiquer la luminopédagogie. Donc vous la fixez pendant 30 secondes en clignant des yeux, il n'y a pas de fixation, je dirais, en laissant les yeux comme ça, et ensuite, vous fermez les yeux, vous vous mettez dans le noir, vous éteignez, et vous regardez justement l'impression sur la rétine et les changements de couleur. Alors évidemment, avec une lampe basse consommation, vous pouvez créer une sorte de phosphène, mais vous n'obtiendrez aucun résultat sur le plan de la luminopédagogie, parce que la puissance en watts est insuffisante. Donc on ne peut pas obtenir de bons résultats avec ce type de lampe-là. Alors au départ, on peut avoir, quand on commence ces exercices, je me permets de revenir un petit peu sur ce que vient de dire Didier, parce que la nouvelle lampe de phosphénisme qui est faite par les éditions Phosphénisme, justement, est une lampe à basse consommation, mais elle a été conçue spécifiquement pour cet usage-là. Et en plus, il faut savoir que je crois que ça doit être en 2013, il n'existera plus d'ampoules comme celle que vous avez chez vous normalement. Alors, ça risque de poser quelques problèmes. Mais parce que l'ampoule, si vous voulez, du phosphénisme, elle est quand même assez chère. La lampe aussi, mais c'est un investissement que vous faites à vie, d'un autre côté. Alors avec le temps, ça sera une couleur qui sera plus du jaune, mais du vert, et du vert de couleur, du vert émeraude. C'est un vert absolument superbe. Au tout début, lorsqu'on pratique ça pour la première fois, on a toujours du jaune. Mais le jaune va disparaître dans quelques temps. D'ici quelques semaines, vous aurez un vert magnifique. Et ensuite, ça sera une couleur qu'on dit rouge, mais c'est pas du rouge, c'est plutôt une couleur bordeaux. Rouge bordeaux. Et enfin, la fameuse lueur diffuse, mais je trouve que 11%, comme dit Guy, me paraît un peu faible, parce que
de toutes les personnes avec qui j'ai appris. Attends, excuse-moi Didier, je te coupe, mais moi c'est Daniel Cielon qui m'a dit ça. Moi j'ai trouvé que c'était aussi peut-être un peu faible parce que je connais beaucoup de gens qui voient aussi cette lueur diffuse. Alors ce qui est très curieux quand on a cette lueur diffuse, ça n'a rien à voir avec la luminopédagogie, c'est que avec les yeux fermés, avec un bandeau devant, avec 2 bandeaux devant, quand on a la lueur diffuse, vous faites passer votre main devant vos yeux, vous voyez votre main. Devant vos yeux fermés, j'insiste. Voilà. Alors, me voilà de retour. En principe, vous avez fait les 2 expériences que je vous ai demandé de faire, tout du moins pour ceux qui avaient le matériel adéquat, on va dire. Et j'espère que vous avez noté, parce qu'on pourra en parler ça à la fin, que vous avez noté les différentes couleurs que vous avez vues. Bon, en principe, comme le disait Didier tout à l'heure, quand vous débutez dans le phosphénisme, vous avez effectivement un petit rond jaune au départ, il devient d'un beau vert, et puis dans la deuxième moitié de votre fixation, c'est-à-dire de votre expérience, c'est-à-dire dans alors 1 minute et demie, entre 1 minute et demie et 3 minutes, ça devient un rouge qui est effectivement plutôt bordeaux que rouge à proprement parler. Hein. C'est pas du rouge comme ce qu'on peut voir sur la plupart des sites, par exemple, Internet, disons, pour ceux qui fréquentent beaucoup. Mais, alors, ce que je voulais vous dire aussi, parce que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire qu'il faut savoir, c'est bon à savoir, ne pas faire de phosphène avec n'importe quoi. Ne pas faire de phosphène, par exemple, alors, est-ce que je vais, voilà, avec des ampoules, je vous l'ai dit, de basse consommation, sauf celle-ci qui a été conçue spécialement pour le phosphénisme. Bon, c'est une ampoule qui fait, disons, 15 bons centimètres de longueur, hein, je l'ai là chez moi. Elle me sert d'ailleurs exclusivement à éclairer parce que j'ai repris mon bon vieux matériel. Ne pas faire de phosphène non plus, alors ça c'est très important, avec les ampoules halogènes, avec les ampoules infrarouges, avec les ampoules à ultraviolet. C'est-à-dire que ça, ce sont des ampoules qui vous esquintent les yeux définitivement. Alors, ça esquinte les yeux des adultes, raison de plus pour esquinter les yeux des enfants. Il ne faut quand même pas oublier non plus. Alors, non, c'est pas ça. Autre chose, en regardant directement le soleil. Alors ça, c'est le plus gros danger. Je vous demande d'interdire même à vos enfants de regarder directement le soleil, parce que c'est quelque chose qui est quand même très, très, très dangereux. Et c'est malheureux parce que le soleil, c'est quand même la source du phosphénisme, si vous voulez. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est le reflet du soleil. Je veux dire, si vous voulez avoir un enfant qui lit beaucoup plus vite, qui apprend beaucoup plus vite avec son livre, vous lui demandez de se mettre au soleil et il va se passer un phénomène particulier qui est comme un phosphène en quelque sorte, et le texte qu'il va lire va se graver dans sa mémoire beaucoup plus vite que s'il le lisait avec une autre source lumineuse. Enfin bon, disons, d'abord il faut avoir le soleil, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit dans la journée. Il faut avoir beaucoup de soleil, c'est-à-dire que les gens du Midi sont bien plus favorisés que ceux qui vivent dans le Nord. Il y a aussi une chose très intéressante, c'est les reflets du soleil. Reflets du soleil sur l'eau, par exemple, mais ça c'est pareil. Le reflet du soleil sur l'eau, il faut avoir à disposition à la fois et du soleil et de l'eau. Bon, là c'est moins évident. Ceux qui sont au bord de la mer sont avantagés aussi dans ce domaine. Alors, vous me voyez de temps en temps revenir en arrière avec les diapositives, c'est qu'elles sont numérotées, mais la numérotation n'est pas si facile que ça à regarder. Alors, quelques précisions fort utiles. Si je vous dis que, voilà, ça, très 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 important. Très important, je vais vous expliquer pourquoi. L'apprentissage du phosphénisme, donc de la luminopédagogie, passe par un certain nombre de stades. Le premier stade, on va dire, dure en général une petite semaine à peine. Souvent c'est 3 jours,
C'est le temps que les enfants se rendent compte qu'en pratiquant ce phosphénisme, donc, ils ont amélioré la qualité de leur pensée. Ils s'en aperçoivent relativement vite. Mais il faut quand même leur dire, attends, il faut que tu fasses ta séance de phosphénisme, parce que c'est pas naturel. Quand vous allez à l'école, vous faites pas de phosphénisme, quoi, si vous préférez. Ensuite, la deuxième période, c'est le mois qui suit. Et c'est ce mois-là qui est très très important. Moi, je m'en suis rendu compte d'une manière, simple. J'ai mes petits-enfants que je fais travailler avec ça, et malheureusement, leurs parents sont divorcés. C'est-à-dire qu'ils sont une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Alors, la semaine où ils sont chez l'un, c'est mon fils, pas de problème pour pratiquer la luminopédagogie. La semaine où ils sont chez l'autre, c'est mon ex-bru, là c'est beaucoup moins certains qui pratiquent, enfin je sais même par expérience qu'ils ne pratiquent pas parce que leur mère ne veut pas. Bon, c'est idiot, mais elle prend systématiquement le contraire de ce que fait l'autre, alors bon, voilà. L'intérêt de l'enfant là-dedans, je vois pas très bien, mais c'est tout, hein. Alors, il faut, pendant ce mois-là, ce premier mois qui est crucial, si vous voulez, il faut impérativement que les parents aident leurs enfants, c'est-à-dire leur disent tout simplement, bon voilà, tu vas faire du phosphénisme, tu vas lire cette leçon-là, tu vas me la réciter. Alors, tu vas d'abord faire ta fixation, ensuite lire ta leçon, et je vous explique ça d'ailleurs dans les 10 petits fascicules que j'ai mis à disposition sur le site, et cette pratique, si vous voulez, il faut que l'enfant soit poussé. Je vous conseille même, comme l'a fait d'ailleurs le docteur Lefebvre, de demander aux enfants de faire à voix haute sa lecture, sa récitation, bon ça c'est évident, mais de toujours faire à voix haute. Au bout d'un mois, l'habitude sera prise pour l'enfant. Alors, on a supposé que ce mois-là, c'était effectivement le temps que les connexions internes au cerveau se mettent en place, se renforcent, et à partir de ce mois, il y a en général plus de problème. L'enfant prend l'habitude de travailler avec la luminopédagogie, et puis il n'a même plus besoin de faire appel à ses parents. Cela dit, je vous dis tout de suite une chose, vous pouvez vous-même, en aidant vos enfants, en leur faisant prendre conscience de ça, vous pouvez vous-même tirer énormément d'avantages de la luminopédagogie, hein, parce que faut pas oublier, c'est d'abord du phosphénisme, et les effets dans le cerveau sont valables, disons, pour tout le monde. Si vous avez des grands-enfants qui sont en faculté, aussi bien que si vous avez des enfants qui sortent de l'école maternelle. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà, le phosphénisme et la luminopédagogie, ça commence à tout âge. On peut faire absolument ce qu'on veut, sans danger. Et il y a même des parents qui se sont posés des questions concernant les petites lampes qui sont comme des lampes de poche, des sortes de lampes de poche, si vous voulez. En se posant la question de savoir si c'était dangereux que leur enfant joue avec les phosphènes, absolument pas. S'il joue avec les phosphènes le soir, au contraire, il va s'endormir, il va faire des rêves encore plus colorés que ceux qu'il a fait d'habitude. Le matin, il va se réveiller de très bonne humeur, donc il n'y a pas de problème à pratiquer à ce moment-là. Alors, décidément. Et puis, une question qui m'a été posée, alors là, je ne sais pas combien de coups, est-ce que la luminopédagogie convient à tout? Réponse, oui, absolument à tout. C'est-à-dire que vous pouvez, votre enfant, tout du moins, peut faire des progrès en français, en histoire géo, en mathématiques, en SVT, puisque ça s'appelle comme ça, quand j'étais à l'école, c'était sciences nat, mais bon, en dessin, parce qu'il peut pratiquer justement, l'intérêt c'est les mouvements, et les mouvements du dessin, tout comme les mouvements de l'écriture, progressent énormément à l'aide de la luminopédagogie. En sport aussi, j'explique comment un enfant peut faire d'énormes progrès en EPS, même s'il n'est pas doué pour le sport à l'état naturel. C'est quelque chose qui se passe dans le cerveau. Ben, disons, dans toutes les disciplines enseignées à l'école, décidément, je ne vais pas m'en sortir de celle-ci.
Alors, quelques exemples d'utilisation de la luminopédagogie. Je voulais trouver une diapositive sur laquelle j'ai passé. Bon, la lecture sous phosphène, je vous l'ai dit tout à l'heure, permet de retenir facilement un long texte, ça c'est sans problème. Ce que je voulais trouver, c'est une photo. Bon, améliorer la mémoire kinesthésique, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour faire du sport, par exemple, c'est quelque chose de fabuleux. D'ailleurs, je pense qu'il y a un certain nombre de coachs sportifs qui font travailler les sportifs dont ils ont la responsabilité avec la luminopédagogie, c'est sûr et certain. Alors, bon, je vous parlerai des idétiques, excusez-moi, tout à l'heure, parce que ce que je voudrais pour l'instant, c'est trouver une petite diapositive que j'avais faite et qui présente le fait que vous devez vous mettre à peu près entre 1m20 et 1m50 de votre ampoule. Bon, ça, je crois que Didier laissera à disposition des gens tout cet ensemble de diapositives, ce qui vous permettra de vous remémorer un certain nombre de choses. Voilà à quoi ressemble la lampe phosphénique de 2008. Vous voyez, c'est un truc, bon, c'est un gros bol en quelque sorte, qui est à l'intérieur laqué. Ce que je vous ai mis, c'est l'ancienne ampoule, c'est-à-dire l'ampoule avec laquelle vous avez pu faire les exercices. Ça, c'est le fameux bandeau. Et ce bandeau, bah, ma foi, vous pouvez le trouver dans une pharmacie, ça doit coûter, je sais pas, entre 5 et 10 euros peut-être, quelque chose comme ça. Si vous avez, à la limite, vous pouvez vous passer du bandeau, mais c'est bien pratique, disons, quand on fait beaucoup de phosphéno ou de luminopédagogie. Alors, voilà. Ça, c'était l'ancienne lampe qui est, bah, je la vois d'ici, qui est en métal un peu argenté. Et si vous voulez, parce que bon, évidemment, la photo avec le reflet du flash, on a l'impression que c'est la même chose, mais pas du tout. Et puis là, j'ai mis une ampoule qui n'a rien à voir avec le phosphénisme. Et puis ça, ce que je vous ai montré, c'est un truc qui est très pratique. Moi, je m'en sers toujours. C'est un interrupteur électronique. C'est-à-dire, ça, c'est une télécommande. Ça permet de couper, une fois que j'ai compté mes 30 secondes, ça me permet de couper exactement quand je veux, et puis de revenir sur ce que j'avais aussi, pareil, de la même manière. Alors, ce que je voulais vous trouver, c'était, bon, un truc, une petite photo que j'ai prise chez moi, pour vous montrer à quelle distance vous devez vous trouver par rapport à votre, disons, vous êtes assis sur un siège quelconque, une chaise, un fauteuil de bureau, ben voilà. Ça, c'est la chaise sur laquelle je suis en ce moment même. Ça, c'est la lampe phosphénique en plein travail, et je vous ai mis la distance de 1m20 à 1m50. N'allez pas au-delà d'1m50 parce que c'est trop. N'allez pas en deçà de 1m20 parce que là, c'est pas assez. Je veux dire, avec cette lampe-là, avec la nouvelle lampe phosphénique, on peut se mettre à 20 cm de la lampe. C'est un petit peu plus difficile pour faire des phosphènes. Il faut s'y habituer. C'est pour ça que je travaille beaucoup là-dessus. Mais avec une ampoule, une bête ampoule normale, c'est une ampoule normale que j'ai là-dedans, opaline simplement, qui fait, je crois qu'elle fait 75 watts celle-ci. Donc il faut qu'elle fasse entre 75 et 100 watts, c'est l'idéal. Pas à moins d'1m20, pas à plus d'1m50. Entre les deux, bah, vous pouvez mesurer à vue de nez. Hein. C'est quand même pas, de toute façon, les pièces, en règle générale, ne sont pas de très grandes pièces. Si vous vivez en appartement, ou même si vous vivez dans une maison, comme on peut le trouver. Alors, de quand, ben je viens de voir au passage à quelque chose. Oui, alors une ampoule, c'est une ampoule Photocrescenta de 75 watts. En fait, c'est quoi? C'est une ampoule d'agrandisseur, tout bêtement, de 75 watts, d'agrandisseur noir et blanc, qui est dans une sorte de bol, comme vous avez pu constater. Et cette technique date précisément de 1959. Et c'est là que le docteur Lefebvre a inventé. Et il a attendu 1964, je crois,
pour dire très précisément comment on pouvait utiliser cette technique qu'il venait de recréer, de réinventer en quelque sorte, pour aider les enfants dans leur développement scolaire. Puisque, je vous rappelle aussi, ou je vous apprends, je ne sais pas, il était médecin scolaire. Alors je crois bien que j'avais mis ça sur une diapo qui est passée à l'as. Oui, bon voilà, mais ça n'a pas d'importance. Alors voilà, maintenant, si vous voulez, bon, disons, grosso modo, on arrive, je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, ça va peut-être être le moment. Je vais demander à Didier, bon, je vous ai donné des exemples quand même, il ne faut pas exagérer non plus. Je vais vous rappeler quelques exemples. Premier exemple, pour la lecture, pas de problème. Deuxième exemple, pour faire des problèmes de maths, pas de problème non plus. Troisième exemple, c'est un petit peu plus complexe, mais là il faudrait que je passe énormément de temps pour vous expliquer comment un enfant qui fait de la musique, qui va apprendre à jouer du piano, à jouer du violon, il peut tirer un énorme bénéfice d'une pratique très particulière que j'ai mise au point, tout comme un enfant qui veut faire du sport, qui est déjà doué naturellement pour le sport, peut faire énormément de progrès en utilisant ce qu'on appelle, alors je vais essayer de retrouver la diapositive, parce que vous l'avez vu tout à l'heure, c'est l'avant-dernière que j'ai créée, je crois, sur les 52, donc ça doit être la 51. Voilà. J'ai fait un petit exemple de l'eidétique. Alors l'eidétique, je vais vous rappeler simplement, vous avez peut-être joué à ça quand vous étiez petit, parce qu'il y avait plein de revues qui ont fait ça. Vous avez un A et à côté vous avez un cercle. Tous les deux sont noirs, sur blanc. Vous cachez le cercle, vous fixez le A en noir sur blanc pendant, disons, 40 secondes. Vous cachez le A et vous fixez le cercle noir. Et au bout d'un moment, vous voyez ce A se mettre en blanc sur le cercle noir. C'est ça qu'on appelle l'eidétique et c'est en fait un phosphène. Alors, bon, je vous ai mis, je l'ai fait sur YouTube, j'ai fait cette vidéo sur YouTube et cette vidéo aussi sur Dailymotion. Sur Dailymotion, pour une raison que j'ignore complètement, le son n'est pas passé du tout. Mais bon, c'est pas grave. Alors, quelqu'un a demandé tout à l'heure, s'il y avait moyen d'accéder à ces 10 petits fascicules dont je vous ai parlé. Alors, je vous dis oui. Ces 10 fascicules sont livrés à raison d'un par mois pendant 10 mois et ils coûtent 17,90 € chacun. Et voici le lien. Alors je ne sais pas comment vous pouvez avoir ce lien. Non, ben voilà. Ah ben c'est très bien. Alors je vous conseille de recopier l'URL que vous avez, c'est la page une page du site de Didier. Je vous conseille de faire un copier-coller de l'URL. Vous allez voir parce que c'est un très long texte. Et vous pouvez vous inscrire en cliquant directement ici. Voilà. Alors maintenant, je vais arrêter de prendre la parole et je vais écouter de nouveau vos questions. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous aura suffisamment intéressé, en tout cas pour que vous puissiez faire profiter vos enfants de cette luminopédagogie, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est le remède à tous les maux de l'école, en fait. Alors Didier, si tu veux bien lancer la discussion. Effectivement, donc, déjà je tiens à rassurer la notion de la pratique de la luminopédagogie et la santé des yeux. Alors, je suis un grand myope, j'ai toujours été myope. Et non seulement ça, si vous pratiquez ça dans les conditions, je dirais, de rigueur telles qu'elles doivent être faites, c'est-à-dire si vous suivez bien la méthode de Guy Pourcin en matière de luminopédagogie, non seulement il n'y a absolument aucun danger pour la vie, au contraire, c'est-à-dire qu'il y a une amélioration. Bon, si c'est une grave myopie, je dis pas, mais si c'est une myopie moyenne, vous pouvez avoir une amélioration, ou en tout cas une stabilisation. Moi, c'est ce que j'avais noté, une stabilisation de la myopie. Maintenant, vous pouvez donc noter vos questions sur le chat et au fur et à mesure de vos questions, eh bien Guy va essayer d'y répondre une par une.
Oui, alors j'ai vu au passage un certain nombre de questions. Il y a une question par exemple sur la musique. Sur les instruments de musique, j'explique ça en détail dans le fascicule. Alors c'est pareil, si je vous explique ça, on n'est pas couché avant 4 heures demain matin. Mais parce que c'est quand même assez long à expliquer. Mais la luminopédagogie permet à la fois de mieux saisir le solfège et en même temps permet d'augmenter la connaissance d'un instrument. Voilà. J'ai vu au passage pour l'hypermétropie, non, c'est pas un problème. Je veux dire, les défauts des yeux, le seul problème, en fait, qui soit, d'ailleurs, je crois bien que je l'avais préparé, une diapositive qui est passée à l'as, c'est le glaucome. Le glaucome, c'est pas pour dire, mais les enfants qui ont un glaucome, c'est quand même assez rare. C'est plutôt une maladie de personnes très... Est-ce que... J'ai vu Ah pardon, excuse-moi. Non, je viens de voir une question très intéressante. Pas de problème avec les enfants, disons, difficiles qui ont un phobie de l'école. Au contraire, ces enfants-là, tout comme des enfants qui sont dyslexiques ou dysorthographiques, ou les enfants qui bégayent, par exemple, réalisent des progrès absolument fabuleux en utilisant la luminopédagogie. Et quand je dis progrès fabuleux, vous pouvez compter un enfant qui bégaye, qui a un bégaiement relativement simple, il peut être guéri en 3 séances, il peut être guéri en 1 mois maximum, et ça passe. Un enfant qui est dyslexique, très dyslexique, gravement dyslexique, il faut pas 1 an pour le guérir de toute façon. Donc, pour ceux qui ont la phobie de l'école, au contraire, ça les encourage à travailler, comme j'avais dit d'ailleurs tout à l'heure en réponse un petit peu avant la conférence, puisqu'on a fait des tas d'essais, comme je l'avais dit à quelqu'un, expliquer l'exemple du problème de maths. Apprendre un problème de maths simple avec des divisants de pommes par exemple, où il y a 5 pommes, j'en enlève 3, combien en reste-t-il? Ça n'a rien à voir avec l'explication sur les logarithmes népériens. C'est-à-dire que ça dépend du niveau. Mais, grosso modo, le processus de pensée est le même, et le problème de mathématiques, il va être résolu en 2 fois. J'explique pourquoi 2 fois. La première fois, il faut que votre enfant comprenne bien le sens du problème. L'énoncé d'un problème, en général, c'est relativement court, mais il faut, avant, qu'il lise la leçon à laquelle se rapporte le problème. Donc, il lit sa leçon en faisant du phosphénisme. Ensuite, il lit le texte du problème, simplement en ayant regardé, comme je vous ai dit pour le 2e exercice que vous avez fait, c'est-à-dire regarder avec le phosphène bleu sous les yeux. Et puis, il fait un dernier phosphène, alors avec le bandeau. Et la solution, à partir du moment, mais c'est fabuleux, hein, je peux vous garantir, un enfant qui a l'habitude de ça, il enlève son bandeau, paf, il a tout de suite la solution. C'est absolument extraordinaire. L'important, c'est qu'il lise d'abord la leçon avant de faire son problème. Tous les profs de maths, j'imagine, disent ça. Je ne sais pas si tous les élèves suivent le conseil de leur prof. Mais là, c'est quelque chose de... Je peux vous garantir qu'il enlève le bandeau, il a la solution. Pratiquement, c'est ça. J'ajouterais aussi un aspect, c'est que lorsque l'on fait le phosphénisme, par exemple, pour des mathématiques ou des formules de physique-chimie, moi je l'avais fait, c'est vraiment assez étonnant, parce que souvent le problème, c'est que les formules, il faut se les rappeler. Eh bien, c'est très important d'avoir un phosphène assez grand. D'où l'importance de ne pas utiliser une ampoule avec le filament visible, parce que ça nous fait qu'un tout petit phosphène dans les yeux. Mais si on prend avec un gros réflecteur, le phosphène est beaucoup plus grand. À partir de là, lorsqu'il est plus grand, on va projeter à l'intérieur de cette lumière résiduelle, de ce phosphène, on va projeter par exemple la formule mathématique à apprendre. Donc l'enfant, il va se la répéter en même temps qu'il va la voir, un peu comme s'il écrivait sur un tableau la formule, mais le tableau, c'est le phosphène. Eh bien, rien que cela, ça va imprimer dans ses cellules nerveuses et cérébrales, dans ses voies neurologiques,
à la fois la formule comme une sorte de plâtre, et en plus, lorsqu'il en aura besoin, lorsque le problème mathématique lui fera appel à une formule mathématique, ça lui reviendra un peu comme un plâtre qui viendra spontanément. Et au-delà, bien entendu, du processus de compréhension qui est amélioré, la mémorisation de ces types de formules-là est pratiquement optimale. Oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord, Didier. Et puis, on peut même dire une chose, c'est que ça joue pour toutes les disciplines. Je veux dire, retenir des dates en histoire, c'est de la rigolade avec de la luminopédagogie. Bon, évidemment, il y a 1515 Marignan, mais enfin, toutes les dates ne sont pas aussi connues que celles-là. Et les enfants ont encore, et il semblerait que ça va revenir. Alors là, j'ai une question très intéressante. Faut-il refaire le processus dès l'interruption du phosphène? Je disais que pendant un quart d'heure, le phosphène fait son effet. Donc un quart d'heure, ça vous laisse quand même un petit peu de temps, mais si c'est une très longue leçon, absolument. Et puis, vous verrez, bon, dans les différents ouvrages que j'ai rédigés, il y a quelque chose, une petite combine très importante. Un enfant qui apprend une récitation, par exemple. Bon, il l'apprend par cœur en principe, puisque la récitation, ça, vous êtes tous passés vous aussi, j'imagine, on a intérêt à la savoir. Il l'apprend par petits morceaux, je vous explique comment découper, et puis il l'apprend d'un seul coup, c'est-à-dire il doit vous la réciter à vous, parents, c'est pour ça que il est très important que vous soyez à côté de votre enfant, il doit vous la réciter d'un seul bloc. Mais juste avant qu'il vous la récite d'un seul bloc, faites-lui réciter la dernière partie de la récitation. Et ça, c'est très important, parce que les enfants ont tendance à réapprendre, à retenir ce qui a été vu en premier, et moins ce qui a été vu en dernier. Donc vous lui faites réciter impérativement la dernière fois, la dernière strophe, par exemple, de sa récitation. Je ne sais pas, bon, ça dépend, parce que ça varie beaucoup, ça, évidemment. Et il refait un phosphène, il vous récite la récitation tout entière. Et là, il est assez avis. Hein. Moi, je sais, sans avoir fait de phosphénisme, puisque j'ai commencé assez tard, contrairement à Didier, par exemple, mais j'ai vu tous les bénéfices qu'on peut tirer de ça, c'est absolument fabuleux. Ça, je peux vous garantir. Et je pense que mon ami Didier Pénissard peut aussi vous le garantir. Alors, je réponds à une question de Brice. Bien entendu que c'est valable aussi pour les adultes. Parce que les adultes en profitent. Moi, je ne sais pas, j'ai des gens, par exemple, qui sont obligés pour des raisons professionnelles. Bon, vous savez, je ne vais pas vous raconter la situation du travail actuellement en France, mais ils sont obligés pour des raisons professionnelles de se reconvertir et donc d'apprendre quelque chose de nouveau. Avec le phosphénisme, ils réussissent à une vitesse grand V. Ça, c'est sûr et certain, quelle que soit par ailleurs la chose qu'ils fassent. Je veux dire, ça peut être aussi bien pour un mécanicien qui veut se reconvertir dans quelque chose de technique que pour quelqu'un qui veut apprendre, par exemple, pour passer un concours, le français, les maths, etc., comme un enfant. L'avantage de l'adulte, c'est qu'en général, il n'y a pas besoin de le motiver parce qu'il est motivé tout de suite. Alors, j'ai duré des séances hebdomadaires de phosphénisme, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Bon, moi personnellement, je me lève très tôt, je commence par faire une demi-heure de phosphénisme, et après, je suis en pleine forme. Ça me permet de faire beaucoup de bouquins en même temps, de faire pas mal de boulot. Bon, combien de séances? Alors, faut-il se bander les yeux? Ah oui, ben ça, j'ai répondu, je crois, à la question. Ok, pour apprendre une nation, mais est-ce que ça marche pour créer de la matière? Ah ben évidemment, bah, écoutez, je vais vous dire, je fais des bouquins. Donc, c'est bien de la matière que je crée. Alors, moi, l'avantage que je vois, d'ailleurs, je vais expliquer ça une fois à Didier. L'avantage que je vois, c'est que je dois lire énormément de choses. Donc, pour lire énormément de choses, pour les lire plus vite, j'ai déjà une vitesse de lecture qui est assez conséquente, on va dire, parce que ça fait un moment que je fais ça. Je fais du phosphénisme. Je lis, je prends connaissance de, je sais pas, j'ai par exemple lu, il n'y a pas très longtemps, à peu près, un petit peu plus de 1000 pages, pour faire un bouquin qui n'en faisait qu'une trentaine. Mais enfin ça, il fallait que j'ai tout lu. Bon. Cette pratique me sert une deuxième fois quand il s'agit justement
comment vous dire, de fabriquer le bouquin. Parce que j'ai en mémoire absolument tout ce que j'ai lu, je tourne ça à ma sauce et j'ai mon bouquin qui se fait, je dirais pas tout seul parce qu'il faut quand même que je tape sur mon écran. J'ai vu quelqu'un qui Didier a répondu, je crois, mais qui disait pour guérir les tumeurs, non, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas, ça guérit pas tout. Pour apprendre des langues en audio, oui. Alors là, oui, parce que vous mettez le son, si vous voulez, dans le phosphène, et là, vous apprenez à une vitesse grand V aussi. C'est pareil pour les enfants, c'est pour ça. Si vous voulez, moi j'ai travaillé essentiellement sur les matières scolaires, parce que ce sont des enfants, enfin des enfants jusqu'à grand adulte, hein, je veux dire, même un gamin qui est en faculté, il a effectivement tout intérêt à pratiquer le phosphénisme parce qu'il va gagner beaucoup. Il va gagner beaucoup de temps, il va gagner beaucoup en compréhension, et Dieu sait si en fac c'est pas toujours évident, et il va gagner beaucoup aussi dans le type de choses qu'il a à rédiger, si vous voulez, parce qu'en fac on est obligé de rédiger, enfin pour autant que ma mémoire soit bonne, je sais, j'ai poussé mes études assez loin, j'ai bien été obligé de rédiger beaucoup de choses. Bien, écoutez, merci Guy de cette intervention. J'espère qu'en tout cas vous avez appris quelque chose, que c'était pour vous intéressant de savoir qu'il existe une méthode qui permet vraiment d'obtenir des résultats très très intéressants. Bien évidemment, on va essayer de répondre à vos questions. N'hésitez pas à me passer un email à contact@développement-personnel-club.com et nous essaierons Moi, ce que je vous conseille, c'est de se retrouver dans le forum du club et puis vos questions seront répondues par écrit. Et ce qui fait que si vous avez des réponses qui correspondent à une question d'un des membres et qui vous satisfait, vous aurez tout loisir de pouvoir l'entendre. Donc deux choses, vous pouvez nous poser nos questions dans le forum, et puis le forum de développement personnel, il vous suffit d'aller sur le site et vous verrez sur le côté gauche, il y a en haut forum. Vous vous inscrirez sur le forum de développement personnel club.com. Et Guy y répondra sans aucun problème. Donc, excuse-moi Didier, je t'interromps parce que il y a une question là qui est très intéressante. Marie-Bernadette dit, est-ce que ça a des effets dans le temps? Oui. Alors ça, je peux vous garantir, si vous apprenez aujourd'hui une leçon ou une récitation comme vous étiez quand vous étiez à l'école, vraisemblablement toute petite, je vous jure que vous l'apprenez avec la luminopédagogie, dans 20 ans, vous pourrez la réciter comme si vous l'aviez appris hier. Sans problème. Bien, alors la réponse c'est ça. Donc effectivement, les effets sont durables dans le temps. Voilà. Donc vous pouvez, si vous voulez, commander la méthode complète et intégrale sur la page que vous devez voir sur l'écran. C'est une méthode, donc je vous dis, très complète, avec 10 volumes, et toutes les compétences de Guy Pourcin pour vous répondre, et sans doute pouvoir assister à vos demandes pendant ces 10 mois, car c'est vraiment la méthode sans doute la plus perfectionnée qui soit écrite dans le domaine de l'enseignement pédagogique et de la luminopédagogie, et grâce à ça, vos enfants vont devenir des cracks. Je suis tout à fait d'accord, Didier. Bon, écoutez, cela dit, si effectivement il y a des questions, vous les posez sur le... Oui, il existe une lampe phosphénique portable. C'est comme une petite lampe de poche. Si vous avez des questions que vous posez sur le forum de Didier, moi j'irai sur son forum aussi, et puis j'essaierai de vous répondre. Voilà. Bon, cela dit, je vais devoir vous quitter, parce que il est 21h30, je vais aller manger un petit peu quand même. Je vous remercie de votre attention en tout cas, je vous remercie aussi d'avoir été là, et puis peut-être à bientôt. Est-ce que vous m'entendez? C'est une méthode qui a un tarif de 17,90 € par mois. Je peux vous dire, j'ai lu la méthode, moi qui le pratique depuis longtemps, c'est un travail colossal de Guy Pourcin. Croyez-moi, ça devrait valoir facilement 5 à 6 fois beaucoup plus que le prix qu'il est vendu. C'est vraiment un tarif très très bas qui est mis à disposition d'une méthode absolument extraordinaire. Donc je vous assure que 17,90 € par mois, c'est presque donné par rapport aux avantages que vous allez pouvoir en faire retirer aux enfants. Non, surtout pas d'ampoule à LED parce que ça ne provoque aucun phosphène.
contentez-vous, Brice, d'utiliser, enfin, je sais pas si c'est Brice, mais un autre, d'utiliser les ampoules qu'on vous a dit, les ampoules d'agrandisseur ou des ampoules opalines, et rien d'autre que ces ampoules-là, avec un pourcentage, disons, de 75 à 100 watts. Bon, cela dit, je vais vous quitter. Je remercie Didier de m'avoir accueilli dans son splendide, je ne sais pas, dans son splendide logiciel, disons, de votre conférence, parce que je ne connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais, je l'avais vu une fois, mais là, vraiment, ça fonctionne à merveille. C'est formidable, ce truc-là. Mais écoutez, je vous quitte, je vous dis peut-être à bientôt, parce que Didier m'a parlé de quelque chose sur lequel on pourra peut-être travailler. Je voulais dire aussi un petit merci pour le musicien qui était parmi nous, qui fait vraiment des choses fabuleuses, moi j'ai trouvé, et je remercie bien entendu encore une fois Didier. Merci, bonne soirée à tous, et le musicien s'appelle Francesco, et vous pouvez écouter bien évidemment ses musiques sur le site. D'ailleurs, peut-être pour finir la soirée, va-t-il nous mettre un peu de musique?